On fait une lecture. Je vais étudier avec vous pourquoi est-ce que l'ego cherche toujours à se comprendre. Pourquoi est-ce que l'ego cherche toujours à se comprendre? Pourquoi est-ce qu'on cherche toujours à se comprendre? Premièrement, parce qu'on n'a pas confiance en soi. Puis deuxièmement, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est le soi. Qu'est-ce que c'est le moi. Puis troisièmement, parce que la psychologie normale ne nous permet pas de connecter avec le mental. Et ça, c'est parce que l'homme n'a pas conscience de son intelligence. Pourquoi l'homme n'a pas conscience de son intelligence? Parce que la société ou la culture ne lui a jamais donné la certitude qu'il était intelligent. Notre culture ne nous donne pas, ne nous dit pas qu'on est intelligent. Et ça, c'est dommage, ils disent, parce que ça met l'homme en questionnement instantané par rapport à lui-même. Ne pas dire à l'homme qui est intelligent ou ne pas avouer à l'homme qui est intelligent, ça équivaut à ils disent que ça équivaut à l'empêcher à son droit d'être. C'est très grave, ça. C'est très grave. D'ailleurs, c'est la grande faiblesse de l'évolution, ça. Mais ils disent, si on n'est pas conscient, nous autres mêmes, de notre intelligence, comment voulez-vous que l'homme rende l'homme conscient de son intelligence? Fait que c'est un problème qui se décuple, ça. C'est un problème qui a des conséquences sociales, culturelles, à long terme. C'est pour ça que dans l'évolution, tout ce qu'on a vécu dans le développement de l'ego, ça ne nous a jamais permis de reprendre conscience, autrement dit, de perdre le besoin de se rechercher soi-même. Quand l'homme va commencer à évoluer, quand l'homme va commencer à prendre conscience qu'il est intelligent, à ce moment-là, ça va devenir facile pour lui de dire aux autres, ou d'admettre aux autres qu'ils le sont intelligents. Mais tant que l'homme ne prendra pas conscience qu'il est intelligent, dans le sens de sa conscience mentale, il ne pourra pas le faire. Parce que la réflexion de l'ego va toujours vouloir contrôler ou dominer la valeur de notre conscience. On ne veut pas que les gens soient plus conscients, plus intelligents que nous autres. On veut être plus intelligents qu'eux autres. Il y a un orgueil fondamental, hiérarchique dans l'intelligence de l'évolution. Ce qui va disparaître avec l'évolution de la conscience de l'homme, de la conscience mentale de l'homme. Ils disent que se rechercher, c'est se perdre en conjecture.
Et pourtant, tout le monde le fait, toute l'humanité le fait, surtout l'humanité sophistiquée, habituée à la psychologie freudienne du XXe siècle. Donc, ce que je veux regarder avec vous autres ce soir, c'est le phénomène, puis le regarder au niveau d'une lecture occulte, le phénomène de la recherche personnelle qui n'arrête pas chez l'homme. Surtout quand on vit des problèmes, quand on a des problèmes, quand on réfléchit sur des problèmes. Il faut faire une autopsie de ça. Il dit, quand vous vous recherchez, il dit, par le fait même, il dit, vous mettez en questionnement votre intelligence. Autrement dit, vous n'admettez pas en tant qu'homme votre intelligence quand vous vous questionnez. Le questionnement vous amène à vous comparer à l'humanité. Donc, vous perdez votre centricité. Donc, vous perdez votre capacité de vous greffer à un plan plus avancé, plus développé de votre conscience personnelle. Vous tombez sous la loi des majorités. Et quand l'homme tombe sous la loi des majorités, l'homme commence à se comparer, donc l'homme commence à s'étudier lui-même. Et en s'étudiant lui-même, il perd conscience de son caractère unique. Chaque être humain est unique. Il ne sait pas parce que vous n'êtes pas parfaitement bien dans votre peau que vous n'êtes pas unique. Le caractère unique de l'homme est le résultat du degré de présence des plans en lui, ce qui se traduit par le degré de conscience intuitive qu'il a de lui-même. Un homme qui n'a pas suffisamment d'amour de soi peut difficilement accepter le caractère unique de sa conscience. Donc, à ce moment-là, ça devient difficile pour lui de se séparer du besoin de s'étudier. Il dit, vous vous étudiez parce que vous avez un besoin interne de vous sentir équilibré. Mais cet équilibre-là n'a rien à voir avec votre réalité en tant qu'homme. Il dit, c'est simplement un exercice en réconfort de soi. C'est un exercice en réconfort de soi. Vous essayez de vous réconforter. Mais il dit, réconfort de soi n'est pas conscience. Simplement une couverture temporaire.
Il dit conscience, il dit, ça veut dire dialogue avec la partie universelle de soi sans crainte. Sans crainte. Si l'homme était capable de communiquer avec la partie universelle de lui-même sans crainte, il serait dans sa conscience. Il n'aurait pas besoin de se rechercher. Il ne vivrait jamais le besoin de se rechercher. Il s'étudie, il dit c'est une maladie psychologique de l'ego. Maladie psychologique de l'ego. Ça n'arrête pas. Tu étudies toute votre vie. Il dit l'homme doit apprendre qu'il est unique. Si vous êtes unique, vous étudiez. Si vous n'êtes pas unique, là, vous avez besoin de vous étudier parce que vous êtes obligé de vous comparer à ce que les autres sont. Vous pouvez faire ça toute votre vie, vous comparer à ce que les autres sont. Il dit la psychologie de l'évolution est basée sur le phénomène du blâme. Toute la psychologie évolutive est fondée sur le phénomène du blâme. Le blâme de soi vers l'extérieur ou le blâme de soi vers soi. Mais toujours le blâme. On est toujours moins grand que ce que le système veut qu'on soit, ce que les autres veulent qu'on soit. On n'est jamais capable d'être unique. Il dit un nain, c'est un nain qui est unique. Il est unique dans l'écoutement de sa physicalité. S'il commence à se comparer avec Schwarzenegger, il est fait. Mais s'il est un bon nain, puis il fait tout ce qu'un bon nain peut faire, c'est correct. Il n'y a plus de problème de nain. Bon, on est tous des nains. On est tous des nains. Puis on est des nains qui se comparent à quelque chose. Ce quelque chose-là, ben, c'est tout l'espoir qui dérive de la recherche personnelle. L'idéalisation de soi-même. Maladif, ça. C'est pas les psychologues qui nous le disent, c'est sûr. Il y a un écrivain dernièrement qui disait, j'ai rien contre la psychologie, mais il dit, le problème avec les psychologues, elle dit, c'est qu'ils veulent nous changer. Je refuse qu'on veuille me changer. Je suis ce que je suis, elle dit. Les psychologues, ils veulent te changer. Qui veulent t'aider, c'est une chose. Mais te changer, personne ne peut te changer. Qui c'est qui peut te changer? Qui c'est qui a le droit de te changer? À moins que vous vous laissiez changer. On se laisse changer. Ça va loin, cette perversion-là.
problème des cultures de génération X des années 60, 80, 70. Les parents qui voulaient changer les jeunes. Change pas les jeunes, ça fait partie de la transformation de la conscience sociale à l'échelle individuelle. C'est mondial. Les jeunes, ils se laissent pousser les cheveux longs. Ça fait partie de ce qui se passe nord. Vous ne pouvez pas les changer. Ils vont changer eux-mêmes selon leur propre rythme. L'autre homosexuel, on veut le changer. C'est son expérience. C'est à lui à dealer avec son expérience. Question? Oui? Quand tu parles de l'amour de soi, ça n'a rien à voir avec l'estime de soi, c'est une question de conscience. L'amour de soi, c'est une démo, ça. L'amour de soi, l'estime de soi, c'est être bien avec soi-même. Quand tu es bien avec toi, c'est l'amour. On utilise le mot amour de soi, estime de soi. Tu es bien avec toi-même. Quelqu'un vient te voir et dit t'es plein de marde, puis tu dis toi aussi. Ou il dit ouais, c'est vrai, je suis plein de marde. Quoi? Ça, c'est de l'estime de soi. C'est une certitude. Que tu n'es pas plein de marde. Tu es unique. Tu es de même. Il dit que vous soyez ici ou que vous soyez ça, c'est pas important. Il dit ce qui est important, c'est que vous puissiez travailler avec ça. Puis développer, puis développer, puis développer, puis développer. Il y a un cycle d'évolution dans la conscience humaine, c'est comme n'importe quoi. Tu ne peux pas devenir conscient instantanément. Ça se fait petit à petit. Il dit il faut que vous libériez des mauvaises habitudes de l'évolution qui font partie de l'endoctrinement de l'homme, et c'est tout. Question? Pendant qu'il n'y a pas grand monde dans la salle, c'est bon. Allez. C'est quoi l'écriture? C'est de l'écriture automatique. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas dans la recherche le gène de la prochaine étape? C'est-à-dire, quand tu es rendu dans le cul-de-sac de la conscience, de recherche de soi, c'est pas là que justement, la partie universelle ne sera pas bientôt? La recherche, ça fait encore partie de l'inquiétude d'être. Tant que vous faites de la recherche, parce que vous avez l'inquiétude d'être, vous n'êtes pas capable d'être. La recherche, ça vous donne un support psychologique en attendant que vous faites quelque chose pour vous améliorer. Au lieu de simplement vivre ce que vous êtes, votre caractère unique. C'est une affaire de sauvetage en attendant. Un jour, il va falloir que vous nagiez sans ballon. Sans lifesaver. Il y a un temps pour ça. Moi, c'est le principe qui m'intéresse. Le temps que ça prend, ça varie avec chaque individu. Mais le principe, c'est qu'éventuellement, il faut que l'homme arrête d'en faire. Sans ça, vous pourrez jamais sentir le caractère illimité de votre conscience. Vous pourrez jamais mettre le doigt sur votre intelligence créatrice. Vous pourrez jamais savoir que vous êtes réellement intelligent. Vous pourrez jamais sentir que vous êtes réellement créatif, puis différent, puis universel en même temps. Parce que vous allez toujours partitionner votre conscience. Vous allez toujours vivre dans votre personnalité au lieu de votre personne. Comment est-ce que tu veux qu'un juif et un arabe se rencontrent s'ils vivent de même? Ils se rencontreront avant. L'arabe, il va avoir ses bonnes raisons, le juif va avoir ses bonnes raisons, puis ils se rencontreront avant.
Un fait sa recherche, l'autre fait sa recherche. C'est pour ça qu'ils sont contre la psychologie. Ils disent que l'esprit, c'est une science exacte. C'est pas du... On appelle ça la psychologie évolutionnaire, parce qu'on est obligé d'utiliser des mots pour nous encadrer. Il dit, on n'a rien contre la recherche, mais arrêter de trop en dépendre. Un jour, il faut que l'homme arrête. À ce moment-là, il va commencer à se sentir. Il va commencer à sentir son caractère unique. Mais la vie, c'est pas un caractère exploratoire. C'est pas dans la vie pour explorer. Tu es dans la vie pour évoluer seulement. L'exploration, c'est simplement le processus par lequel tu en arrives à évoluer. Le caractère exploratoire de la vie, ça fait partie du caractère psychologique de l'ego. Mais on est sur le plan matériel, selon eux autres, simplement pour évoluer. Puis évoluer, ça veut dire quoi? Ultimement, connaître, comprendre les lois occultes de l'esprit, du mental, ou ce qu'on appelle l'intelligence. Pour qu'on passe de la personnalité, qui est une manufacture de la société, à la personne, qui fait partie du caractère unique de chaque individu. Sur le plan de la personne, sur le plan du caractère unique de la personne, c'est totalement universel. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Un peut être plus créatif que l'autre, mais il n'y en a pas un plus grand que l'autre. Un petit verre plein, c'est aussi grand qu'un verre plein. C'est aussi plein qu'un grand verre plein. Monsieur? Ben, cette recherche-là, si on l'applique justement envers le sens-là qui est universel un peu, comme tu dis, c'est quand même de la recherche de soi, donc est-ce que c'est mal ou est-ce que ça a sa place dans le fond de rechercher directement un peu le niveau? Il dit ça a sa place parce que vous êtes dans cette place-là. Normal. Quand vous ne serez plus dans cette place-là, ça n'aura plus sa place. C'est situationnel, ça. C'est lié à vos personnalités. Regardez si on vous prend en particulier. Ils disent, il y a de la difficulté à sentir qu'il a raison. Que c'est ça. Ça fait partie de la personnalité. Ça vous amène au processus de recherche. Mais, si vous vous habituiez au fait que il est intuitif, il est intelligent, mais il y a le problème de toujours se questionner, il dit, il en arriverait à être bien avec sa situation intelligente. Il dit, il n'est pas bête, puis il dit, aussitôt qu'il découvre quelque chose, il dit, là, il remet en question. Un autre, ça va être une autre affaire, un autre, ça va être une autre affaire, un autre, ça... On est tous... Mais s'il partait du principe qu'il est unique, à ce moment-là, il s'habituera à être unique. Puis il est tout là, le jeu. Puis l'homme a de la difficulté à s'habituer qu'il est unique. Parce que les autres n'aiment pas ça quand on est unique. Celui qui a les cheveux courts, il n'aime pas ça de voir du monde qui a un cheveu long. Ça fatigue. Celui qui fume la cigarette, il n'aime pas ça voir quelqu'un qui fume la pipe. Celui qui ne fume pas, il n'aime pas ça voir quelqu'un qui fume. On n'est pas capable, on a de la difficulté à respecter le phénomène de l'unicité de l'homme. Fait qu'on a des conflits tout le temps. Est, ouest, chinois, blanc, noir, arabe, juif. Tout.
Ils disent que le plus grand problème de l'homme sur la terre, c'est sa capacité d'accepter, puis de vivre, puis de la travailler, cette unicité-là. Les brillants, là, ce qu'on appelle les grands cerveaux, ceux qui ont marqué l'humanité, là, les philosophes, les artistes, quand ils étaient jeunes, ils ont vécu avec le dilemme de leur unicité. C'était difficile d'être différent des autres. Supporter que c'était... mais la vibration d'être différent des autres était tellement grande que c'est ça qui, finalement, leur a permis, en tant qu'individu, d'avoir une tête au-dessus de la masse, puis de devenir, pour nous autres, des grands hommes. C'est pas facile d'être un Copernic, c'est pas facile d'être un Einstein, c'est pas facile d'être un, je sais pas moi. D'être unique, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand t'es unique, tout le monde veut te couper la tête. T'es unique. T'es premier de classe, tout le monde voudrait que tu sois 10e, 30e, 25e, comme eux autres. Fatigant. Le gars est tout au premier de classe. Tu es fatigant. Là, ils vont trouver une raison. Il doit amener des pommes au teacher. Il doit avoir du favoritisme. Ça fatiguait du monde unique. Dans n'importe quel domaine de l'humanité, que ce soit en religion, dans les arts, en philosophie, n'importe quoi, en sciences, les gars qui ont fait quelque chose, c'était tout unique. Ça veut dire quoi être unique au niveau des plans? Ça veut dire avoir une vibration assez forte pour tirer le reste de l'humanité. C'est ça être unique. À ton échelle, tu tires le reste de l'humanité. Les gens qui ont perdu leur vie pour changer des systèmes politiques, qui sont allés en prison comme Mandela pendant 25 ans pour changer des systèmes politiques en Afrique du Sud, sont uniques, finissent en prison. S'ils ont assez de force, ils restent là 25 ans, ils ne crèvent pas, ils ne se suicident pas, mais quand ils sortent de là, l'unicité tire le reste de l'humanité dans une certaine direction qui est créative, qui fait partie de leur génie politique, whatever. Mais si on ne s'habitue pas quand on est jeune, ou si on ne s'habitue pas quand on n'est pas important encore à notre unicité, comment voulez-vous que demain on soit réellement ou suffisamment unique pour encore sortir l'humanité de ses ombres, de ses pénombres? On ne pourra pas le faire. On va être tiré encore dans la grosse masse, la grosse masse. Là. Il dit, être unique, ça veut dire, en tant qu'individu, ne pas pouvoir disparaître dans la conscience des masses. C'est ça, être unique. Tu n'as pas besoin d'être Einstein pour être unique. Mais tu ne disparais pas dans la grosse masse mondiale. Tu as toujours une tête au-dessus de... Pop. Que ce soit dans n'importe quel domaine, tu as une tête au-dessus de la grosse masse. Masse, mélasse, pareil. Question? Oui? La recherche de la reconnaissance existe une source qui est à la source de notre réalité. C'est pas une recherche valable, ça? Pour savoir qu'il y a une source à l'origine de notre réalité, il faut connaître le phénomène de la pensée, il faut avoir conscience du phénomène de la pensée. Le phénomène de la pensée a été élucidé depuis une trentaine d'années, dans le sens que il nous a été présenté comme étant un phénomène psychologique basé sur la réflexion de l'ego. Puis qu'en réalité, la pensée, le phénomène de la pensée, c'est un phénomène de télépathie, c'est-à-dire de communication, de voix intérieure, suffisamment
objectivable pour qu'éventuellement ça passe de la réflexion à la télépathie. Une fois que l'homme a ça, que l'homme a cette conscience-là, le reste, ça vient de seul. Parce que tu peux pas rentrer dans une conscience universelle, télépathique, ou prendre conscience de ton unicité créative par des moyens qui font pas partie de cette conscience-là au niveau de l'évolution de l'ego. Sans ça, tu tombes prisonnier de la psychologie, de la philosophie, ou des moyens utilisés pendant l'évolution pour la recherche personnelle. Se rechercher personnellement, ça fait partie de l'évolution. L'homme de l'évolution ne se recherchera plus. D'ailleurs, si vous me demandez qu'est-ce que ça sera l'évolution, l'homme arrête de se chercher. Qu'est-ce que c'est l'évolution? L'homme se recherche. Donc, si tu retournes bien loin dans l'évolution, au début, les sociétés agraires, les sociétés originales, jusqu'à aujourd'hui. L'homme s'est recherché, puis c'est ça qui a permis de développer le contenu de nos civilisations. Puis dans l'évolution, ça va être totalement différent. Totalement différent. Se rechercher, c'est une infirmité, c'est un mouvement contestataire des gens sensibles qui refusent de se faire dire par l'establishment qu'il n'y a rien au-delà de la matière. Oui, mais ça, c'est encore un niveau de recherche. C'est un niveau de recherche qui est valable, c'est un niveau de recherche qui fait partie de l'évolution psychologique de l'individu. C'est un niveau de recherche qui fait partie aussi du point de vue de l'individu qui ne veut pas être absorbé dans cette conscience de masse-là. Mais éventuellement, quand l'individu en arrive à une conscience suffisamment autonome, suffisamment unique, autrement dit, suffisamment stabilisée par rapport à son origine mentale, ce problème de recherche philosophique-là ou psychologique-là n'existe plus. Il n'existe plus. Autrement dit, c'est une perche que vous avez besoin temporairement, c'est un moyen, c'est un mécanisme que vous avez besoin temporairement, parce que déjà, ça fait partie de votre caractère unique, qui est suffisamment dégagé, si vous voulez, de la mémoire de la race. C'est dans ce sens-là que c'est valable. Mais il faut que ça aille plus loin que ça. Un jour, il faut que ça arrête. Parce que si vous êtes constamment en recherche, vous ne pourrez jamais être créatif, dans le sens mental du terme. Vous pouvez avoir des talents sur le plan matériel. Mais je dis, quand je dis être créatif, là, je dis que vous soyez architecte, médecin, ou ci ou ça, vous ne pourrez jamais, en tant qu'homme libre ou libéré de la forme, amener dans le monde des notions qui ne font pas partie de la conscience de la race. Parce que pour amener dans le monde des notions qui ne font pas partie de la conscience de la race, autrement dit, tu es totalement créatif au niveau d'une conscience réelle, affranchi de l'évolution, il faut que le phénomène de recherche soit éliminé de la conscience de l'homme. C'est un processus d'évolution. J'ai rien contre la recherche, ça fait partie d'ailleurs de la dynamique de l'ego. Mais c'est une dynamique constructive de l'ego. Ce n'est pas nécessairement une dynamique créative de l'ego. Il y a une grosse différence entre une dynamique constructive de l'ego et une dynamique créative de l'ego. Probablement, si tous les hommes de la Terre, instantanément, passaient à une conscience universelle, la civilisation telle qu'on la connaît, qui est le produit d'une conscience constructive, disparaîtrait. Pour passer à une conscience créative. Ça sera quoi une civilisation à conscience créative? Ça, c'est un autre élément. Mais ça ne sera certainement pas une civilisation qui fonctionnerait comme celle qu'on a aujourd'hui, qui est basée sur la construction mentale de l'ego, le développement de certaines architectures inférieures nécessaires et qui font partie du développement naturel, progressif de l'ego, libéré de plus en plus des facteurs existentiels, karmiques de l'âme. C'est une autre civilisation. Les valeurs sont totalement différentes. Donc, le phénomène de recherche, c'est un phénomène qui doit être éventuellement stabilisé dans la conscience de l'homme pour que l'homme passe de l'évolution à l'évolution. Sans ça, on va toujours être pris dans la dynamique ou la dialectique entre la conscience occidentale et la conscience orientale. Le moi structuré, constructif, contre le moi techniquement universel, nirvanique de l'Orient. Puis dans les deux cas, il y a des limitations. Dans les deux cas, il y a des limitations.
dans le moi nirvanique oriental, mais la limitation, c'est que l'homme était assujetti à une conscience cosmique. L'homme n'a pas été assujetti à aucune conscience. L'homme est conscient. Il n'a pas été assujetti à se perdre dans un grand moi. Ça, c'est de la fabulation spirituelle de l'évolution. Que les Orientaux vendent depuis 25-30 ans aux Occidentaux. Les moineaux qui s'en viennent là-bas, qui s'en viennent ici, là. Les gourous, puis toute cette gang-là. Ils viennent faire le million, ils s'en retournent dans leur ashram. Rappelez quand Babaji arrivait ici au Forum de Montréal, puis il avait son petit gars en plastique, là, puis il envoyait de l'eau de rose au masque. L'amour. Faut-tu nous prendre pour des cons, câlisse? Faut-tu nous prendre pour des cons? Ensuite, ils s'en retournent chez eux dans des gros 747. Faut pas que je commence à parler de ça parce que je vais m'énerver. Il dit, apprenez donc, vous prendre comme vous êtes. Il dit, vous êtes plein de marde, puis sentez-la, puis soyez bien avec. Et avec le temps, la senteur va changer. Il y a bien une affaire que je ne vous dis pas que me dites. Question, oui. Ça fait partie de ça. Ça fait partie de ça. Question? C'est le temps, là. C'est rare que je pose une question dans ça, là. Il dit être unique, ça veut dire ne pas se comparer aux autres. Si vous étiez capable en tant qu'homme de ne pas vous comparer à personne instantanément, vous arrêteriez instantanément de vous étudier. Les gens se recherchent tant, c'est surtout à cause d'une mauvaise éducation au niveau de l'enfance, où les parents dévalorisent trop leurs enfants. Oui. Ils disent que ça ne fait pas partie de notre civilisation de donner de l'autorité à nos enfants. L'autorité. Ce que tu dis, c'est ça. Ce que tu dis, c'est ça. Ce que tu dis, c'est ça. On est toujours dans un processus contestatoire. Hey, t'es jeune, parle pas. Écoute, t'es jeune, écoute. Ils disent des enfants, ça n'existe pas. C'est des petits adultes. Ça ne devrait même pas utiliser le mot enfant. C'est des petits adultes. Il y en a qui ont été vos pères dans une autre vie. Ça fait partie de la psychologie, de l'éducation évolutive, qui est extrêmement déformatrice. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Il y a des gens qui ont eu des personnalités, des vies toutes déformées à cause d'une mauvaise éducation. C'est abominable. Ils disent que l'éducation, c'est une initiation. Ça devrait être pris très, très sérieusement. Une initiation. L'enfant vient au monde, il ne sait pas ce qu'il est, il faut que tu l'éduques. C'est pas comme quand tu meurs. Quand tu meurs, tu es déjà grand. Tu arrives au bord, tu es prêt. Tu arrives là à 65 ans, tu arrives là à 65 ans. Tu arrives là à 10 ans, tu arrives là à 10 ans. Mais tu as toute ta conscience quand tu arrives de l'autre bord. Parce que quand tu arrives dans la matière, tu n'as plus rien. Tu es petit.
Quand tu viens au monde, tu as besoin des parents pour t'éduquer. Quand tu arrives de l'autre bord, tu n'as pas besoin de parents, tu as besoin des guides pour te montrer sur quel plan tu es rendu, puis quelle sorte de job que tu as à faire. Bon, même, c'est pas le même processus, oui. Dès que tu arrives dans tel milieu, Ça fait partie de ton plan de vie. Vous choisissez où vous voulez venir. Il dit, être unique, il dit, c'est pas un idéal, il dit, c'est une réalité. Oui? Quand tu dis que quand on est j'ai déjà lu dans un article que les enfants de 2-3 ans se souvenaient dans l'ancienne vie. Tu vois, tu pourrais expliquer ça. Comme si on vit au monde, puis on se dit d'arriver, les autres, ils nous donnaient par contre, ils nous donnent. C'est sans importance pour vous autres, ça, parce que vous ne pourrez jamais prouver que vous avez... vous ne pourrez jamais prouver sans doute que le souvenir d'une ancienne vie, ça fait réellement partie du souvenir d'une ancienne vie. Ça peut faire partie de votre conscience astrale. Vous n'aurez jamais la preuve absolue de ça. Enfin, comme vous ne pouvez pas avoir la preuve absolue de ça, à ce moment-là, c'est mieux pour ne pas vous en occuper, parce que vous allez faire de l'overtime. Imaginez-vous si vous avez l'impression que vous avez été Napoléon. Puis d'un coup, la semaine prochaine, vous rencontrez quelqu'un en avion qui vous dit « Moi aussi, j'ai eu l'impression que j'étais Napoléon. » Là, vous allez vivre des gros conflits. Vous ne pouvez pas avoir de preuve de ça. Puis ça fait partie des jeux de l'esprit, ça fait partie de l'astral, de la conscience humaine. Puis il y en a beaucoup de ça dans le monde, de toutes ces idées-là, toutes ces théories-là qui se promènent. Puis, c'est sans importance. Ce que vous ne pouvez pas savoir absolument, c'est sans importance. Ce que vous pouvez savoir absolument, ça fait partie de ce que vous pouvez savoir absolument. Ça vous donne quoi de savoir quelque chose dont vous ne pouvez pas avoir l'absolue certitude que c'est ça? Vous allez toujours demeurer prisonnier des théories. Fait que la meilleure chose, tu t'en occupes pas. Il dit, occupez-vous de ce que vous pouvez contrôler. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, occupez-vous en pas. Ensuite, vous allez faire du sang-cochon, vous allez faire balayer à gauche et à droite. Parce qu'il y a du matériel intéressant là-dedans. Là. Mais si vous ne pouvez pas le contrôler, ça vous donne quoi de savoir? Penses-tu que je vais aller voir dans mes inventaires, voir qui c'est que j'étais, moi? Non, oui. Ça fait 30 ans que j'ai des voyants qui disent « Ah, t'es à ça dans ta vie antérieure, puis t'es à ça dans ta vie antérieure. » Je ne suis pas intéressé à savoir ce que j'étais dans ma vie antérieure. Je suis intéressé à être bien dans ma peau. Non. Non, ça finit plus. Ça me donne quoi, moi, de savoir ça? Faire de l'overtime encore? Tout ce qui fait partie du passé, c'est sans importance. C'est sans importance dans le sens qu'on ne peut pas mettre de la valeur dedans parce qu'on ne peut pas le contrôler. Je vais vous donner un exemple. pour apprendre à connaître Si l'homme pouvait partir de zéro, n'importe quel dans sa vie,
dans sa trajectoire. Vous pouvez partir de zéro, là, oublier complètement le passé, puis juste s'en aller vers là. L'homme pourrait devenir conscient très, très rapidement. C'est le passé qui le retarde. Le passé crée en lui de la réflexion, des valeurs qui sont totalement subjectives. Ça retarde son évolution parce que ça l'empêche de développer une communication mentale avec le plan mental. Donc, entrer dans une forme de communication télépathique. Donc, il reste toujours dans un processus de réflexion de l'ego, recherche de soi. Le passé, c'est mort. L'avenir n'est pas là. Ce qui compte pour l'homme, c'est de vivre le plus possible dans le présent. Non, 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 non. Si vous êtes conscient de votre passé, vous ne pourrez jamais être à l'écoute de votre présent. Vous êtes à l'écoute de votre passé. Vous allez toujours être dans votre mémoire. Ce n'est pas dans votre conscience, vous allez être dans votre mémoire. Si vous avez un chum que vous avez bien aimé, vous avez été en amour avec, vous avez bien aimé, vous n'êtes pas capable de le lâcher, comment est-ce que vous allez pouvoir faire un autre chum? C'est pas comment. Mais la minute que vous allez lâcher le passé, là, vous allez rentrer une nouvelle relation. C'est comme ça que ça marche. C'est la même chose pour la conscience personnelle. Le passé, c'est toujours la réflexion, c'est toujours l'illusion, ça fait partie de la souffrance de l'âme. Il y a des bons côtés du passé, il y a des mauvais côtés du passé. Mais le passé en soi, c'est du matériel qui est fini. Ça fait partie de la mémoire subjective, pas universelle, subjective. Il faut passer comme à une autre étape, il ne faut pas faire le point sur ça. Si vous voulez faire du point, c'est parce que vous avez l'insécurité de ce que vous êtes maintenant. C'est pour ça que vous faites des points. Vous pouvez faire des points toute votre vie. Il y a du monde qui font des points. Ça fait 40 ans qu'ils font des points. Ils font des mises au point. Ils sont rendus à 60 ans. Là, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Ben, je fais une autre mise au point. T'as-tu vécu? Ben, là, dès les prochains 20 ans, moi, il m'a fait mes mises au point. Le gars est rendu à 85, il y a encore une autre mise au point. Là, il m'en reste une couple, après ça, je vais être correct. Ben, je sais, il est mort. Il a tout fait ses mises au point. C'est quoi cette affaire de mise au point, là? OK? Il dit être unique dans sa nature réellement fondamentale. Il dit c'est votre capacité de vivre votre présent sans taponner dans le passé puis sans taponner dans le futur. Ça, c'est unique. Si tu taponnes dans le passé un petit peu, tu perds de ton unicité. Si tu taponnes un petit peu dans le futur, tu perds ton unicité. Mais si tu restes dedans, pop, t'es unique. Il n'y a plus de problème. Pop. Mais si t'en vas dans le passé, puis tu regardes ton chum que t'as aimé quand il t'a mangé les oreilles, t'es fait. T'es plus unique, là. Il dit unique, ça veut dire total. Fait que si le passé t'enlève de la totalité, parce que tu penses à ton chum, ton autre chum, comment est-ce que tu vas avoir une relation avec celui que tu as là parfaite maintenant? T'es pas capable. Ou tu penses à celui qui va venir. Donc, être unique, c'est vivre dans sa totalité. C'est quoi ça, sa totalité? C'est chaque seconde que tu es bien avec toi-même. Mais si tu penses à ton chum dans le passé, tu n'es plus bien avec toi-même. Là, tu manques quelque chose. Tu as de la peine, tu te fais plus manger les oreilles comme avant. Pas de question?
Bon. À un moment donné, j'ai une expérience avec un ami, j'écoute. C'est la route tellement mieux, puis après fort à me faire mon, mais toujours avec l'idée... Posez-moi une question. Là, vous me comptez votre vie, c'est trop long, je comprends rien. Posez-moi une question. Le lendemain matin... Non, posez-moi une question. Ah, non, il y a des fois qu'on peut... Posez-moi une question. Sur quelque chose qui vient juste de se passer. Posez-moi une question. Si vous ne me posez pas de question, je comprends rien. Okay. Je suis fait comme ça. Parfois, on peut se poser justement une question sur ce qui vient juste de se passer. Bien, posez-moi en une. On peut réfléchir sur le passé, c'est une bonne affaire. Est-ce que ça peut être une bonne affaire de réfléchir Ah. sur quelque chose qui vient juste de se passer? Donc, le passé, on peut plus de ça. Il dit, c'est bon si ça va vous amener à vivre dans votre présent plus. Ben, c'est pour qu'on ait une misère. Ouais, mais ça, c'est une valeur, c'est un alibi psychologique. Ça, c'est un alibi psychologique. Mais si vous allez étudier votre passé, même si c'est votre passé récent, il faut que ça serve à vivre votre présent plus. Ça ne sert pas à vivre votre présent plus à ce moment-là, mais ça ne vaut rien. C'est inutile. Le passé, c'est bon simplement si ça vous sert à vivre votre présent plus. Puis éventuellement, vous n'aurez plus user votre passé, vous allez être dans votre présent. Ça fait encore partie d'évaluer le passé par rapport au présent. Si vous revivez les mêmes affaires, c'est parce que vous n'avez pas ajusté votre passé par rapport au présent. C'est parce que vous avez trop taponné dans le passé, vous n'avez pas été assez dans le présent. Parce que si vous étiez totalement dans le présent, vous ne vivriez pas les mêmes affaires. Dans le présent, votre conscience est créative. Dans le passé, elle réfléchit. Dans l'avenir, elle réfléchit. Regardez ce qu'ils disent de vous. Écoutez bien ça, c'est intéressant. C'est une femme intelligente, mais il dit, elle ne veut jamais admettre qu'elle n'a pas raison. Elle a besoin de ça pour son ego d'avoir raison. Puis ça, c'est pas mauvais. Où ça devient mauvais, c'est quand elle ne comprend pas qu'elle n'a pas besoin d'avoir raison. C'est l'ego, ça. On n'a pas besoin d'avoir raison. Tout ce que vous avez besoin d'être, c'est d'intelligence. Être intelligente créativement. Puis ça, faut s'habituer à ça, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Habitué à avoir raison, ça fait partie de notre culture. Mais être habitué à être dans notre intelligence, là, on n'est pas bien tout de suite avec ça. Ça prend un certain temps. Avec le temps, mais on devient habitué, puis à ce moment-là, on n'est plus besoin d'avoir raison. On est dans ce fluide-là tout le temps. Donc, rappelez-vous de ça. Question? Oui? Quelqu'un qui se recherche, c'est quelqu'un qui manque d'identité. Se rechercher, ça fait partie d'un manque d'identité. OK. Est-ce que l'identité, ça peut se construire personnellement avec un agenda, ou l'identité, c'est seulement le résultat des expériences que tu as vécues? C'est le résultat des expériences que vous avez vécues. Vous ne pouvez pas arriver à l'identité par un agenda ou la création d'un agenda, parce que la création d'un agenda, ça fait déjà partie de votre insécurité. Parce que ça fait partie des structures, les autres appellent ça les structures évolutives de l'ego. La transformation, tout ça, ça amène à l'identité. L'identité, c'est un résultat qui n'est pas sous notre contrôle. Ça fait partie des forces de vie, ça, qui nous travaillent, qui nous amènent un jour à une certaine réalisation. Ça veut dire que c'est presque quasiment impossible d'avoir de l'identité quand on est jeune. Ah ben c'est sûr. Vous pouvez avoir un certain niveau d'identité, votre identité, elle va se consolider seulement à un certain âge. Avoir l'identité, là, ça vient
avoir l'identité, là, quelqu'un qui a l'identité vers la fin des années, de ses 20 ans, là, très chanceux. La fin. Je parle d'identité dans le sens de la consolidation complète de ton ego. Là. Tu sens ta puissance créative. Ben, libre. C'est jeune, ça. Est-ce qu'il faut avoir vécu beaucoup d'expérience pour avoir de l'identité ou quelqu'un qui a une vie rangée peut quand même développer l'identité? Ça dépend, premièrement, ça dépend de l'évolution de l'âme. Ça dépend du caractère astrologique de nos planètes. Il y a des influences internes qui sont très puissantes. Ça dépend du plan de vie. C'est très, très différent pour chaque individu. Très différent. Il y a des individus qui ne peuvent pas vivre des changements vibratoires trop profonds parce qu'ils ont des responsabilités sociales qui doivent être maintenues. Ça dépend des individus. On a tous des plans de vie différents. Ils disent qu'il n'y a pas un homme qui en arrive à l'identité par le même chemin. Point. Quand même, vous auriez 2 siamois qui vont arriver à l'identité différemment. C'est très, très occulte, l'identité de l'être. C'est très personnel, c'est très particulier. Ça fait partie du caractère unique de sa conscience. C'est pour ça qu'ils disent que c'est très, très dangereux, sur le plan psychologique, de vouloir mouler les individus. Tu ne peux pas mouler les individus. C'est unique, un individu. Tu peux créer un terreau pour qu'ils grandissent. La culture, le support émotionnel, toute l'éducation, la grande éducation, un mentor, je ne sais pas. Mais un individu, c'est très unique, un individu. Vouloir mouler un individu, c'est très dangereux. C'est le problème des pays socialistes, communistes en Russie, par exemple, dans les années 30, 40. Les religions. Il y a des lois fondamentales concernant l'évolution de l'homme, puis l'homme va y arriver à ces lois-là. À partir du moment où l'homme ou l'humanité va prendre conscience de la nature de la pensée, à ce moment-là, l'évolution va se faire. Parce que ça a été ça notre blocage depuis des milliers et des milliers d'années. On ne savait pas c'était quoi la pensée. On connaissait le phénomène de la pensée. Mais on ne connaissait pas la pensée en termes de phénomène occulte. L'origine de la pensée, ça vient d'où la pensée? Qui c'est qui crée la pensée? C'est quoi les structures mentales de la pensée, les architectures de la pensée? Ces connaissances-là ne nous ont jamais été transmises. Maintenant qu'on commence à y accéder à cette information-là, ben, c'est évident que l'homme va arriver à la réalisation du caractère unique de son être beaucoup plus facilement, puis il va en arriver finalement à décrocher du besoin de se rechercher constamment. Donc ça va être plus facile pour lui de se prendre comme il est. Parce que se prendre, on n'est pas parfait tout de suite.